för dig. Ja, hejsan.
den där biten kvar. Var är vi? Det är där. Ja. Jag ser även inte så mycket om jag. Nej. Där sprack. Maria Catarina. No.
Dundra signaler där vi är lite hjälp med det så att vi håller på bollen. Okej då, det ska vi göra. Ska vi på vattenkammaren som kommer ut? Ja, det behöver inte. Det har jag prövat ut här i Norden. Fråga vad den ska också. Midskepps. Agenten från Fej. Ja, Jag kan köra en full framåt. det är klart. Ja, det... Ska vi se. Ja, jag ska slå ner på den sen igen. Du sätter 8-0. Springa ifrån den. Hon sa att hon låg lös, så det får se. Hon kommer. Midskepps! Styrblick! Skiftar år! Det är bra. Midskepps! Rätt så! Vad är det här då? Antingen där eller där. Ja. Det är tråkigt emellan där. Ja. Ja,
Var det 22,4? Ja, 22,4. Säg det så.
upp ner så då ska ni kunna köra upp, va? Så filar vi på ena kanten. Nu kan vi lägga av krängningen förresten. Det har vi väl inte gjort. Ja, det är väl lika bra. Så filar vi på ena kanten in och Ja. där ut, va? Ja. Det är drygar. Ja, nu har vi kommit upp i sprit. Rätta till krökarna, bara man får sikta. Skeppsroder. Ja, Norrlandsindustrin skulle inte kunna leva här utan isbrytarna. Det är allt för stor konkurrens utifrån och framförallt Kanada med billig massa och sånt här. Och fanns inte isbrytarna då så skulle de stora delar av Norrlandsindustrin läggas ner med arbetslöshet och allt vad det innebär. Från den 27 december och fram till i slutet på april så har vi kört dygnet runt med Frej här hela tiden. Och det visar väl en del på insatserna här. Det är ett rejält yrke det här med att vara skeppare på en isbrytare. Ja, is innehåller väldigt mycket. Och det här blir man nog aldrig fullärd på, vet du. Fortfarande är man kanske lite grabb. Och
man får vara lite rädd ibland också. Kittlar ut efter ryggraden på en, så att jag är nog ganska nöjd med det här valet just nu. Nej. Det är stopp. Ja, Frej, det var stopp. Okej, vi kommer tillbaka. Skeppsroder. Norden, Frej. Ja. Du får ladda allt vad du har nu, för du har en Bautavall framför dig där, va? Ja. Ja, det är bra du. Man tycker man håller på med det här med isbytare ute i is, och det är ödsligt och det är vidder och det är januari och februari, det är snötjocka och mörker och elände och sånt där, men det är pampigt på något sätt. Det är, ja, likadant ungefär som man går upp i fjällen, ödsligheter och stormbyar och folk försvinner där uppe. Samma ödslighet känner man så här ute i havet. Och man är nog ensam. Man är på ett sånt här stort fartyg just nu med 50 man omkring så här, så tittar man uppifrån det här så ser man knappast den här stora isbrytaren Frej. Man ser den mitt i havet här. Det är en liten prick på jordens yta, och det här är det är en storslagenhet runt omkring en. Man är ganska liten när det sätter igång. Skickar du picka korven? Skickar du äggen? Kaviar? Nej, vill du ha kaviar också? Nej. Vill du ha prickekorv? En prickekorv kan du ta. En prickekorv. Ska den läggas på? Varsågod. Så länge. Det brukar man väl säga sent, eller tidigt, men... Nej, det är speciellt. Det ena under Tar du en till? Får man ta så många? Ja, direkt. Kan man börja byssa redan klockan 8 idag, vet du? Ja, jag börjar inte 9 då. Du vet, det är 3-4 timmars hård ispress. Jag sa att det går flera till en hel dags jobb, sa jag. Att få ut de där 3 båtarna därifrån. Det tar hela dagen, så. Atle är på väg sydvart med Lindebåt. Fin båt, bra folk, ordning och reda har de i sina båtar. Det tror jag. Superbåt. Ja, det. Vojna. Ja, kör. Så varför man ägnar sig åt det här, och man kan ju fråga sig här, vad är det för konstiga människor som håller på med sånt här då varje vinter. Och det har jag frågat mig själv kanske ibland. Man är ute hela vintern, ska jag säga att man kör ju då i 3 veckor och ledig en vecka. Och möjligt att befälhavaren då får vara ute lite mera på vintern här, så man inte får någon förfång och sånt där. Men, ja, varför man söker, det är som jag sagt från början att det är ett rejält jobb. Och man känner att man gör nytta. Jag tror att de som seglar på isbrytare måste ha en viss läggning. Va? De måste ha tålamod och vara ödmjuka. Och de ska vara lite tokiga. Va? Jag brukar jämföra det här för mig själv då, när jag pratar med andra människor, som att det har en viss likhet med segelfartygen. Vi krigar ju mot naturen på ett sätt. Samtidigt så gäller det att tycka om naturen när man är här. Man ska vara ute vi stack nu ut i den här säsongen den 27 november. Och det är väl inte slut här uppe förrän i slutet på maj. Va? Och då tycker man inte om naturupplevelser. Man hatar isen och sånt där. Då skulle man ju bli krokig. Va? Det är Sten Artik och Bergön. Så det är bara de där 2 in. Eller Sten Artik in och Blir nu. Så Bergön, det är ju inte för nästa månad, va? Men vi hade... Vad ska vi göra då? Men vi har ju nu Argentum som ligger här vid Nordbanan. Ja, den tar vi med oss ner. Den tar vi med oss ner. Sen har vi då helikopter här.
Förmodligen är det lättare på östra sidan utav Kvarken. Så man passerar sydostbotten och sen sydvästbacken. En gång då. Ja, det är bara att det blir så det. Och olja måste vi ha. Ja. Måste ha lite matvaror till djuren där nere. Så funkar inte det här. Ja, och så. Tack. Den hänger upp. Det kan du göra. Rulna Ljeva i Derzitje za nami. Derzitje rastajanje 0,3 milje morskoj от нас. Пожалуйста. Ja, hopp, ja. Maskin. Ja, maskin på samma. Vi har fått ett mayday-meddelande från ett fartyg. Vi får starta upp en maskin till. Och så får vi kasta loss nuvarande boxering. Ja, ta hem den. Ja, ta så vackert. Ta den vackert. Det har blåst 27 meter per sekund i byarna, så fartyget fick förskjutning i lasten och en tredjedel av timret hänger utanför relingen. Det är ingen fara för varken fartyg eller besättning. Så vi tar in den nu i lite stadigare is. Jag tycker det är som att köra traktor när man kör isbrytare. Man får känsla av att man går månadsvis i isen och plötsligt kommer till öppet vatten i en råk. Så när man närmar sig iskanten så blir man lite osäker. Man tror man ska ramla över kanten som ett stup och falla ner. Så jag kan säga att vi seglar. Vilken preposition man ska välja är ju svår att säga. Jag vet inte, man seglar med isen kanske. Helikoptern är ovärderlig för oss, kan jag säga. Med den så kan man då snabbt få överblick över issituationer och man kan hitta lättframkomliga vägar och sprickor och råkar och sånt där. Och den använder oss väldigt mycket av här, så att vi flyger nästan varje dag här, både förmiddag och eftermiddag. Det är sydostbotten här någonstans. Ja, just det. Ja, Norrs är där. Ja, börja med den. Det är Bertil 19,3 va? Ja. Och Filip 32. Och här ska vi vika av och du ser den där i horisonten. Va? Vi tar den här. Tar vi den här punkten, ja. Ja.
Ja, vi får ta nu bara var det ser ut att vara hyfsad is, så får vi titta. Del av Livinge. Var hon så ungefär, va? Ja. Och vi är nu på nollan och 42. Här inne ju. Är vi ända där nu? Ja. Det är för långt in. Det är för långt ostört det också. Ja, där borta har du igen också. Så nu tar väl en väg ner, får vi komma lite sådär sedan och se. Ja, just det. Ja, vi försöker gå framåt igen. Vårt bekymmer är att förskeppet styr ut hela tiden så att det är svårt att hålla kursen här. Men vi går långsamt framåt och försöker hålla rak kursen. Ska vi höra stopp i maskin? Ja, just det. För annars får vi roderverkan. Ni är så tunga så att ni styr ut våra akter när vårt förskepp är iväg. Och då viker sig hela ekipaget. Okej, vi håller stopp i maskin. Ja, ingen babor då? Ja, det är jävligt noga. Vet du. Vidskepps. Ja, men det är nog transporthuven 2. Styr och riktigt. Det är någon storslagenhet och någon kraft i det här som jag tror människan inte kan göra någonting åt. Knappt de här isbrytarna, det har jag märkt här sista dygnet vi har gått. Trots att det inte är så besvärligt isläge för sig här, men det har stått sydliga vindar nu i 14 dagar och isen har pressat på, så har vi kört här med den här isbrytaren med 22 000 hästkrafter och krängning och full fart på det fartyg vi har boxerat och knappast rört oss i isen här. Så att det är otroliga krafter här, så att Kan du kränga upp henne på rätt köl? Då tar vi babordikten. Ska vi ta rätt? Så här. Rätt köl. ja, det är klart, det bästa är om allting fungerar bra. Så att har man nu en stor konvoj och alla fartyg följer med och så här, det är naturligtvis det bästa. Nationalekonomiskt och så. Sen skadar det inte ibland att det är lite besvärligheter, och det är det alltid. Det är det som är lite krydda, det är som gör att söka nya lösningar och nya vägar ibland. Det är lite grann av tjusning med det här också. Det ska ju inte alltid gå bra. Och det gör det med sannet heller. Det tar 6 år innan man kan självständigt köra en isbrytare. Det är alltså ett hantverk. Och ett hantverk lär man sig inte direkt. Man måste vara lärling och gesäll och allt sånt där innan man. Och det är samma här. Det tar sin tid att förstå hur isen är. Hur man ska ta sig fram på bästa sätt. Och hur sen man ska kunna manövrera fartyget. Och det är inte alla som lär sig att köra isbrytare eller fartyg överhuvudtaget. Det är ungefär som musikalitet. Alltså. Vissa kan aldrig spela piano riktigt ordentligt och andra har det som en gåva. Och det är med att manövrera fartyg likadant. Man måste ha en känsla som ligger någonstans i ryggraden som man kan odla fram. Men vissa lär sig aldrig. Tiden kan bli väldigt lång.
Jag läser filosofi. Jag försöker förkovra mig. Så att säga, förkovra mig. Jag tycker att innan man dör så ska man prova på ganska mycket som att du dör nyfiken. I slutet av säsongen så börjar isen och ge tappt, så att säga, viker. Visserligen så är man trött på, man längtar hem, man vill hit och ut och segla på sommaren och bada som alla människor. Men på något sätt så tycker man det är tråkigt också. Den försvinner, man saknar isen på något sätt. Ibland så tar jag en sån här charterresa ner till Teneriffa eller vad det heter där nere i Afrika. På hösten i november innan vi åker ut. Då sitter man vid stranden och badar och simmar och sånt där. Så det, visst tycker jag om vågor, sol och hav och palmer. Förresten är det väl palmsdag nu, den 23. Man har spänning. Man har naturen, man har allting i stort sett ombord här. Det är klart att det är begränsat här. Man har inte ett normalt socialt liv. Man är isolerad rätt mycket. Det är man. Jag är soldat till anden, man krigar ungefär som Don Carlos, mexikanska indianer, Chaki-indianer. Jag har disciplin i själen och kriga med livet på mitt sätt. Det skulle vara kul att gå när man går i pension så småningom och göra en sån här lyxkryssning tillsammans med hustru och en massa pengar på fickan. Det skulle vara trevligt. Sen skulle jag nog vilja segla till Island, till Reykjavik, för det har jag aldrig varit någon gång. Och varför inte Hurtigruten har inte heller varit. Det skulle passa mig också ganska. Och Göta kanal har jag inte gått igenom heller. Jag är lite rädd för myggor och såna här moskiter, va? Så att jag får ta en årstid när inte de finns. Nej. Stopp. Okej, vi kommer tillbaka.
Quand je me suis réveillé, le brise-glace était encore là. Il fallait se résigner. Ce soir même, on allait appareiller. Par ailleurs, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. 3 expéditions avaient fait l'aller et le retour sans incident. Quant à l'intensité des radiations, elle avait, depuis 3 jours, commencé à baisser nettement. Cela voulait dire que les dégâts étaient 2 fois moins importants que lors du précédent accident nucléaire. Pourtant, chaque soir, le cauchemar se répétait avec une inquiétante régularité. Chaque soir, dans mes rêves, je faisais la rencontre du bloc de glace et j'entendais le chant des oiseaux et les rires d'enfants. Déjà, lors de mon arrivée à Stockholm, le bloc de glace avait considérablement grandi. Le soir même de notre départ, il avait pris des proportions énormes. On aurait dit une main qui émergeait du fond de la mer. Dans ma tête, il était évident que cette main allait m'écraser. Un hurlement me réveilla. La radio de ma cabine était allumée et elle retransmettait une émission de musique classique. Je voulus l'éteindre sans succès. Quand je renonçai, finalement, j'entendis clairement des rires d'enfants. Peu après, une voix que je reconnus tout de suite, il s'agissait de ma propre voix, commença à raconter une histoire confuse et menaçante. Curieusement, je n'ai pas été surpris par ce phénomène étonnant. Bien au contraire. Je me suis mis à suivre l'histoire avec le plus grand intérêt. Pendant que ma voix racontait l'histoire, je me suis endormi. La dernière fois que j'avais vu Mathias, le lendemain de notre arrivée à Stockholm, il était un homme gai, même trop gai. Ses éclats de rire avaient fini par rendre définitivement inquiétante la longue nuit polaire. À l'époque, il devait peser au moins 100 kilos. Il portait avec fierté une énorme barbe blonde. Désormais, j'avais devant moi un homme taciturne plutôt maigre. Et surtout froid, très froid. Je sais que vous n'allez pas me croire, mais il avait réussi à transmettre cette froideur à tout ce qui l'entourait. Il me souhaita la bienvenue d'une voix glacée et distante et me pria de rester loin de lui car il redoutait la chaleur de mon corps et la puanteur de mon haleine. Il dit cela sans donner à sa voix une intonation particulière. Il me tourna le dos et remonta péniblement les escaliers de sa maison. Une fois en haut, il parla. « Il me reste encore quelques semaines de vie et je ne voudrais pas les dépenser à écouter des conseils idiots. Personne ne peut rien faire pour moi. Je suis de glace, oui, je le sais. Il y a des jours où, moi-même, j'ai du mal à le croire, mais c'est vrai. J'ai la plus extravagante, la plus cruelle des maladies. Les cellules de mon corps, les unes après les autres, sont en train de se liquéfier. Je suis fait d'eau. Pour le moment, ce n'est que de l'eau glacée, et tant que je resterai de glace, je vivrai. Mon seul espoir est de pouvoir partir vers le pôle Nord le plus vite possible. J'ai besoin de votre aide. Curieusement, je l'ai cru. En quelques heures, j'ai tout préparé pour faciliter son départ vers le Grand Nord. Je suis retourné chez lui le lendemain, il n'était pas là. Je l'ai cherché partout, sans succès. Non loin de sa maison, j'ai vu quelques morceaux de glace. En m'approchant, je crus entendre des rires d'enfants et des cris d'oiseaux tropicaux. Pendant quelque temps, j'ai erré dans la ville et à plusieurs reprises, j'ai trouvé d'autres morceaux de glace. J'ai dû me rendre à l'évidence, le pire était arrivé. Le lendemain, je suis retourné chez lui.
je voulais m'occuper de ses affaires, annoncer la triste nouvelle à sa famille. Dans son bureau, j'ai trouvé son journal. Pendant quelques heures, j'ai déchiffré sa calligraphie démente. Il y décrivait sa longue agonie. Il prétendait connaître la cause. Il était persuadé d'avoir été envahi par des algues microscopiques, avec lesquelles, disait-il, il entretenait les meilleurs rapports du monde. En partant, j'ai cru sentir un regard posé sur moi. Je me suis retourné et je l'ai vu. Je l'ai vu comme je vous vois. Mathias me regardait froidement de sa maison de glace. Je ne l'ai plus jamais revu. Il y a 3 semaines, Antoine m'invita chez lui. Sa lettre me surprit car il n'avait jamais éprouvé une grande sympathie envers moi. On pouvait même dire qu'on était ennemis. En fait, il n'avait pas d'amis. Seul Mathias le voyait de temps en temps. J'ai donc compris qu'il voulait me parler de lui. Mathias est mort, dit-il d'une voix étrange. Oui, je sais, tu l'as vu. Tu as cru le voir. Mais il est mort depuis 3 ans. Quant à celui que tu as rencontré, je ne sais pas qui il est. C'est vrai, il est de glace. Chaque hiver, il ressuscite. Chaque printemps, il meurt. Arrivé à ce point, l'histoire s'interrompit. Ce jour même, j'entendis pour la première fois les rires. Il n'y avait pas de doute. Ils provenaient des grands blocs de glace. J'ai voulu les enregistrer, sans succès. Le magnétophone ne reproduisait que des bruits confus. 3 de mes compagnons de voyage avaient aussi entendu les mêmes rires. Mais ils avaient été rassurés par les membres de l'équipage. Il s'agissait d'un phénomène fréquent dans ces latitudes, le bruit de notre propre respiration, déformé par une sorte de micro-espace acoustique. Moi, je croyais entendre des oiseaux, d'autres prétendaient écouter une symphonie de Sibelius, d'autres encore les voix d'amis morts avant la guerre. Ce soir, je me suis couché de bonne heure. Le lendemain, on devait arriver dans la zone sinistrée et je voulais être en forme. Peu après minuit, la radio commença à retransmettre une émission de musique contemporaine. Excédé, je me levai et fit appeler le premier officier. Pourtant, d'après lui, la radio du bord interrompait ses émissions à 11 heures. Quelques instants après le départ de l'officier, les émissions recommencèrent. C'était la voix, à nouveau. Elle racontait une nouvelle histoire. J'ai pu constater avec stupeur qu'un bourdonnement paraissait l'envelopper et que des vibrations presque imperceptibles changeaient la couleur de la lumière dans la cabine. Bientôt, ma cabine fut inondée d'une lumière rouge sang. Quant à la voix, elle poursuivait imperturbablement l'histoire que voici. La tempête dura toute une journée et une bonne partie de la nuit.
Le lendemain, nous pûmes constater que plusieurs blocs de glace envahissaient le pont. À mon grand étonnement, cela parut inquiéter l'équipage. Ils se mirent tout de suite à l'œuvre. Au risque de leur vie, ils jetèrent à l'eau la plupart des blocs. Aucune précaution ne fut prise pendant cette opération. En profitant d'une pause à midi, je m'empressai d'examiner les blocs de glace de plus près. Je ne voyais rien d'anormal. Un officier m'ordonna de quitter le pont. À ce moment, je vis la reproduction parfaite de notre bateau glisser sur un des blocs de glace. Une petite silhouette de glace me représentait sur le pont de ce minuscule bateau. Avant d'abandonner le pont, j'eus le temps de me procurer un morceau de glace que je mis dans ma poche. Une fois dans ma cabine, je l'examinais. Rien d'anormal à première vue, sauf que j'ai du mal à m'exprimer. La glace n'était ni chaude ni froide. Pourtant, elle brûlait, comme si la température oscillait à une vitesse extraordinaire entre celle d'une flamme et celle d'un glaçon. Ce fut à ce moment que j'ai commencé pour la première fois à ressentir le bourdonnement qui est à l'origine de mes crises de folie. La cabine fut soudain inondée d'une lumière rougeâtre et, que dire d'autre sinon puante. Et là, je perdis connaissance. Là, l'histoire s'interrompit. Il était 3 heures du matin. Dans 1 heure, on allait commencer les premiers tests. Donc je me suis résigné à passer le reste de la nuit à lire. J'ai pris au hasard L'art de la médecine de Raymond Lull. Au début, je ne me suis pas aperçu de ce qui était en train de se passer. Le livre changea brusquement de couleur. Alors j'ai compris ce que la voix voulait dire en parlant de lumière puante. Ce jour même, nous vécûmes ce que nous appellerons l'épreuve de la lumière. Peu après avoir quitté le bateau, à peu près à 3 milles de l'accident, la lumière nous enferma. Mes 2 compagnons commencèrent à hurler, puis à rire. Finalement, ils partirent en courant en direction du lieu sinistré. Quant à moi, j'ai réussi finalement à m'approcher du bateau. Pour le faire, j'ai dû fermer les yeux tant la lumière était aveuglante. Malgré cela, je voyais la lumière au-dedans de moi-même. Elle semblait prendre des proportions énormes. Je me disais, je suis en train de porter le monde entier. Puis la lumière se fit molle et visqueuse. Insidieusement, elle prit possession de ma bouche, elle s'installa entre mes dents. Puis, les vibrations commencèrent, et subitement, tout devint réjouissant, léger. J'eus une envie folle de tomber vers le soleil de glace qui, là-haut, riait d'un rire d'enfant. Futé, sournois mais péremptoire. Les membres de l'équipage purent me rattraper alors que je courais déjà vers l'épicentre de l'explosion. Je m'en tirai avec un coude cassé et un traumatisme encéphalo-crânien. Le médecin du bord accepta à ma demande de ne pas me faire évacuer. Le soir, j'attendis avec impatience les voix de minuit. Désormais, je ne pouvais plus me passer de leurs histoires. Après une émission de musique nostalgique et quelques spots publicitaires, l'histoire reprit. Mathieu refusait de me donner les précisions par téléphone. D'une voix sèche et hésitante, il se limitait à me prier de venir le voir. Il semblait pressé, on prit donc rendez-vous le soir même.
Il s'agit de mon fils, dit-il. Il a fait une bêtise très grosse. Jusque-là, il se droguait avec des drogues douces, mais il y a quelques mois, il a commencé à faire des expériences, comme il dit, avec cette nouvelle drogue. Avant-hier soir, il a eu une crise de folie et il a tué quelqu'un. Il se cache chez moi. Il veut se livrer à la police, mais je préférerais qu'il se livre comme cobaye humain pour ses nouvelles expériences sur les bateaux-prisons du pôle Nord. C'est insensé, dis-je. Tu veux l'envoyer là où justement on trouve la nouvelle drogue. Je sais, dit-il. Mais c'est peut-être la seule façon de le guérir définitivement. Il est là, il t'attend. Et 3 jours après, je réussis à le faire partir dans la prison modèle. Voici l'information que j'ai reçue il y a quelques jours. Elle rend encore plus énigmatique la fin tragique de cette histoire. Je l'ai envoyée à Mathieu sans autre commentaire. P230 a très bien réussi tous les tests. Il n'y a pas de doute, il s'agit d'un sujet exceptionnel. Le premier jour, il a entrepris de parcourir le bateau. Il lui a fallu quelques minutes pour s'apercevoir qu'il était le seul prisonnier à bord. Avant la fin de la journée, il avait déjà découvert les règles du jeu. P230 n'a jamais auparavant pratiqué les jeux de parcours. Malgré cela, il a inventé 3 modèles qu'il s'est empressé de mettre en pratique. Il a tout de suite compris qu'une des règles pour réussir le jeu de parcours était de ne jamais confondre l'effet d'illusion et l'effet d'apparence. Le lendemain, il a découvert la place des 4 glaçons menteurs et de 2 glaçons rêveurs. Il les a détruits. Avant la fin de la semaine, il a compris qu'une des règles pour faire valider ses déplacements était de marcher régulièrement et de s'arrêter chaque 30 pas. Il a automatiquement associé cette règle aux spéculations de Giordano Bruno sur le numéro 30. Première erreur, il retourna 3 cases en arrière. Il a tout de suite compris qu'il avait fait une erreur. Il regagna 2 cases. Désormais, il se livre à une opération en éventail, sans succès. En 3 jours, il a réussi finalement à changer de niveau. Il résiste bien l'épreuve de la lumière. Il semble bien s'accommoder des dérèglements des sens. Voir les odeurs, écouter la nourriture, toucher les fous rires, rien de cela ne l'inquiète vraiment. Il n'y a pas de doute, P230 est un sujet extraordinairement doué. Nous recommandons d'intensifier l'expérience. Les premiers tests de dédoublement se sont bien passés, pas de traces d'effets secondaires. Il mange et dort normalement. Il a été capable de résister à la coexistence de 3 hyperespaces. Nous recommandons de monter d'un niveau. Le plus étonnant, il peut se dédoubler à volonté. Il peut imiter les formes simples. En quelques heures, il s'est transformé simultanément en cendrier, pipe, tasse de café, et il a réussi à se déguiser en baquet suédois. Il a pris la forme d'un dîner aux chandelles sans pour autant abandonner la forme d'une allumette. Le lendemain, il réussit pour la première fois à imiter la forme d'un glaçon d'algues.
il réussit à faire arrêter la photosynthèse dans la chambre radioactive. À la fin de la 2e semaine, il a tué la plupart des glaçons algues du bateau. Il faudra arrêter l'expérience. 3 jours après, il a réussi à tuer toutes les algues autour du bateau. Le niveau de radioactivité a triplé. À la fin de la 3e semaine, on a dû arrêter complètement l'expérience. Le bateau a été détruit à 7h12. Ici, la voix s'interrompit brusquement et je pus gagner le sommeil. Pendant une journée, j'ai eu l'impression que mon bras allait éclater. Puis, brusquement, à l'arrivée de la nuit, les douleurs cessèrent. Soudainement, j'ai eu l'impression d'être sous l'influence d'une drogue. J'ai eu la conviction que plus jamais je ne serais capable de ressentir la douleur. Comme chaque nuit, les voix racontèrent encore une histoire. On m'avait dit qu'il n'allait pas bien, mais en le voyant arriver, si souriant, si gai, je me suis dit qu'il ne pouvait qu'être guéri. Il m'embrassa chaleureusement. Il voulait me montrer les images d'un film qu'il avait tourné lors de son dernier voyage au pôle Nord. Avant de partir, il ajouta cette phrase énigmatique. Poe avait raison. Mais Gordon Pym a perdu son temps au pôle Sud. Il fallait chercher de l'autre côté. Ce soir même, il fit une visite inattendue chez Paul. Même attitude, encore rien d'anormal à signaler dans son comportement. Le lendemain, il rentra inopinément chez Pierre-Jean. Mis à part le fait d'être arrivé sans prévenir, rien à signaler. Une semaine plus tard, nous nous trouvâmes chez lui en train de visionner des images qui, à première vue, n'avaient rien de spécialement étonnante. Je crus même découvrir quelques-unes de celles que j'avais tournées moi-même. Lui était ravi, plus que ravi. Pendant 3 heures, nous vîmes défiler devant nous d'interminables paysages de glace. Puis il se mit à parler. Voilà le bateau que je voulais vous montrer. Regardez cette étonnante reproduction de New York, vue de l'air. Regardez ces forêts tropicales. Vous voyez cette cordillère? De l'autre côté, il y a un lac au centre duquel s'élève la tour de Babel. Et il n'y avait pas de doute. Notre ami n'avait plus toute sa raison. Péniblement, nous nous regardâmes. Nous comprîmes qu'il valait mieux partir. Mais à ce moment, les rires commencèrent. Rires qui, depuis ce jour, ne se sont plus arrêtés. En sortant de chez lui, j'ai cherché mes amis, mais j'étais seul dans la rue. J'ai marché pendant des heures. À un moment, j'ai cherché à capter mon image dans un miroir. Je ne m'y suis pas trouvé. Alors je vis ces gens qui m'entouraient, qui me regardaient avec horreur, sauter en l'air en me guettant de leurs yeux exorbités. L'histoire s'arrêta encore une fois et mes douleurs réapparurent. J'eus le droit à une nouvelle journée pénible. Vers l'après-midi, mes douleurs disparurent brusquement. Pas pour longtemps. Vers 3 heures de l'après-midi, j'eus l'impression qu'un corps étranger pénétrait ma clavicule, puis mon cou. Avant l'arrivée de la nuit, la douleur fit le tour de mon corps. Ce soir, il n'y eut plus d'histoire. Mais avant la levée du jour, j'eus une illumination. La douleur était l'histoire du soir.
Puis la plus folle des suspicions s'installa en moi sans plus me quitter. Le déplacement de mes douleurs correspondait au changement de cap du bateau. Je n'ai pas cru bon de communiquer ma découverte aux membres de l'équipage. Seulement, j'ai voulu connaître les changements de cap prévus pour les prochains jours. Alors je compris qu'il ne me restait qu'un peu plus d'une journée à vivre. En effet, d'après mes calculs, le bateau se dirigeait directement vers mon cerveau. Je n'ai fait aucun effort pour persuader le capitaine de changer son cap. Ce soir, les voix recommencèrent leur récit. Mais cette fois-ci, seul un petit bruit, un éclat de rire suffisait parfois pour que je puisse comprendre l'histoire jusque dans les moindres détails. Il était inutile qu'elle soit racontée. Ma cabine était devenue le siège d'une infinité d'histoires corpusculaires. Je les respirais. Dans quelques heures, elles avaient fini par se cristalliser dans un point précis de ma tête. Et le bateau se dirigeait directement vers ce point. Au fur et à mesure que le bateau s'approchait de son but, je voyais de plus en plus clairement notre port d'arrivée. Les paysages tropicaux, les bâtiments d'aimants, la tour de Babel, le lac. Tout faisait partie du bloc de glace contre lequel notre bateau ne pouvait que s'écraser. J'ai commencé à rire. Mon rire s'ajoutait aux autres rires. Je faisais moi-même partie du rire de glace. Quand je me suis réveillé, le brise-glace était encore là. Moi, j'étais arrivé aussi, comme Mathias, comme Pierre-Jean, comme Paul.